Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau workshop en ligne du projet Interreg Northwest Europe Agri-Waste Value. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est donc se conformer à la législation sur les coproduits issus de la biomasse avec donc le retour de différents acteurs. Donc je vous fais un bref rappel du programme. Donc je vous fais une petite introduction aujourd'hui, puis mon collègue Pierre-Louis vous parlera des contraintes réglementaires. Ce sont des éléments importants à intégrer dès le début. Puis Madame Anne Gendebien du service public de Wallonie fera un point sur la législation sur les fertilisants. Ensuite, Madame Céline Pozza de chez Farm Manager Development nous parlera des implications et des enseignements du Novel Foods. Et ensuite, Lorenza Romanese de l'EIHA, European Hemp Industrial Association, nous fera donc un retour de son expérience pour la commercialisation des produits contenant des cannabinoïdes en Europe. Nous aurons ensuite une petite session de questions-réponses et nous clôturerons l'événement à midi ou un tout petit peu avant. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec l'utilisation de cette plateforme Livestorm, donc vous voyez donc que votre écran est divisé en deux parties. Il y a la partie où il y a les orateurs et la présentation, et il y a la partie de droite où, en blanc, vous avez différents onglets. Donc vous avez l'onglet chat où que vous pouvez utiliser pour discuter librement avec les autres participants et avec les orateurs. Il y a l'onglet sondage dans lequel nous vous demanderons de vous rendre à la fin de l'événement pour que vous nous donniez votre avis. Et ensuite, il y a l'onglet questions qui est celui le plus intéressant pour que vous puissiez les poser. Et donc, du coup, je vous invite à indiquer l'orateur à qui s'adresse votre question pour qu'on ait plus facile à modérer lors de la séance de questions-réponses. Par exemple, en mettant arrobase et le nom de l'orateur. Donc, par exemple, Pierre-Louis, Lorenza, Céline ou Anne. Voilà, donc un petit rappel sur le projet Agri-Waste Value, mais mon collègue Pierre-Louis vous en parlera un petit peu plus en détail. C'est donc un projet Interreg Europe du Nord-Ouest qui vise à transformer les résidus agricoles de cette région de l'Europe en composés bioactifs afin de les utiliser dans des secteurs industriels clés comme la cosmétique et le nutraceutique, et puis dans les domaines énergétiques, chimiques et agricoles. Alors, il rassemble 9 partenaires en Europe, donc AgroParisTech, le Celabor, Cosmétique Valley, Delphi, le PFL, donc l'Institut Polytechnique Fédéral de Lausanne, Eurasanté, PFI, l'Université de Reims-Champagne-Ardennes et Valbium qui organise ce workshop aujourd'hui. Voilà, donc si vous êtes intéressé par toutes les informations du projet, je vous invite à suivre nos comptes sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn et Twitter, ou de vous inscrire à notre newsletter. Et donc, vous avez le lien ci-dessous. Je le mettrai également dans le chat. Voilà, je vais laisser la parole donc à mon collègue Pierre-Louis et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci Aurore, bonjour à tous, bienvenue donc à ce webinaire Agri-Waste Value consacré justement aux contraintes réglementaires et en particulier sur divers retours d'expérience qui vont vous démontrer comment l'intégration de ce type de contraintes avec les différents aspects qui y sont afférents sont vraiment des éléments à intégrer dès le début d'un projet et qui peuvent amener à des réflexions ou des modifications assez conséquentes dans les orientations du projet, que ce soit des projets de recherche ou des projets de développement. Et donc, l'importance vraiment d'intégrer ces contraintes dès le début de la réflexion. En guise d'introduction, ici, j'aurai l'occasion de vous présenter deux manières dont ces contraintes ont été intégrées dans deux projets différents. Le projet Agri-Waste Value, que ma collègue Aurore a brièvement présenté, on en reviendra en détail et on illustrera de quelle manière différentes contraintes réglementaires ont été rencontrées à différentes étapes de ce projet, les barrières qui ont été identifiées et les moyens justement de les lever ou les réorientations que ça nous a amené à faire. Et un autre exemple plus proche à un contexte wallon, qui justement sera une autre manière de démontrer l'importance d'intégrer dès le début de la réflexion et dès le début des projets ce type de contraintes réglementaires. Donc, tout d'abord, le projet Agri-Waste Value a comme particularité de s'intéresser à une valorisation de matières premières qui est sous forme de coproduits. L'intérêt de pouvoir utiliser ces coproduits-là, et en particulier la manière dont il est étudié dans ce projet-ci, c'est par exemple d'aller y trouver des molécules d'intérêt,
Dans notre cas, c'est par exemple destiné au secteur nutraceutique ou au secteur cosmétique, et des molécules qui sont actuellement peu exploitées dans ces coproduits, qui sont d'autant plus une source d'innovation ou de nouveaux types de sourcing pour aller rechercher ces molécules, qui ont en plus l'avantage d'offrir une image naturelle via justement l'origine naturelle de ces coproduits issus de la biomasse. C'est vraiment, en tout cas dans les secteurs ciblés par le projet AgriWaste Value, le nutraceutique et la cosmétique, ce sont vraiment des secteurs qui sont en demande du fait de leurs consommateurs pour cette origine naturelle, et la valorisation de coproduits de type biomasse, donc d'origine naturelle, permet entre autres de répondre à ces demandes-là. Donc il y a un réel intérêt, mais on va le voir que justement se baser sur la valorisation de coproduits comme matière première, comme par exemple ceux étudiés dans le cas du projet AgriWaste Value, dans le but d'aller en extraire des molécules d'intérêt, nous fait rencontrer toute une série de contraintes qu'il convient de pouvoir surmonter. Un autre avantage de ce type d'approvisionnement en termes de coproduits, mais qui va aussi impacter justement les contraintes à intégrer, ce sont les opportunités d'approvisionnement qu'offre un sourcing basé sur des coproduits. Premièrement, on parle d'une matière première de faible valeur, hein, comme son nom l'indique, c'est un coproduit, donc c'est un sous-produit du procédé ou de la culture envisagée, ce qui permet très souvent d'avoir des coûts d'achat soit négatifs, nuls, ou alors très très faibles, parfois même simplement les coûts de transport de cette matière-là, mais il n'y a pas de coût pour le sourcing à proprement parler quand on se base sur ce type de valorisation. Autres gros avantages, qui seront illustrés par exemple dans les 2 exemples présentés dans la suite de ma présentation, c'est que tout l'aspect logistique est déjà en fait réalisé par l'acteur qui se focalise sur la production du produit dont va être issu ce coproduit-là. Donc en fait, la source de gisement de ces coproduits-là n'est pas forcément la culture, le champ, la forêt ou la serre ou autre, mais peut facilement se situer aux alentours ou juste à côté de l'unité qui centralise déjà cette matière première, dont le procédé de transformation va générer ces coproduits-là. Donc on a des facilités logistiques et de transport qui sont intéressantes à pouvoir mettre en œuvre. Néanmoins, il y a toute une série de points d'intention qu'il faut prendre en compte et qu'il faut idéalement intégrer le plus tôt possible pour éviter de se retrouver bloqué par la suite. Quand on parle d'utilisation de coproduits, par exemple, de coproduits biomasse, se pose la question de l'homogénéité de la qualité de la matière qui est fournie, dans la composition, dans ses paramètres chimiques, ses paramètres physiques, et également la quantité qui est disponible dans le temps. Si on se base sur des résidus ou des coproduits de culture, bien évidemment, ces coproduits seront disponibles à un instant T, principalement au moment de la récolte. À l'inverse, si c'est basé par exemple sur des coproduits issus d'une industrie agroalimentaire, on peut raisonnablement estimer qu'il y a une production étalée sur une grande partie de l'année, et donc la disponibilité de ces coproduits sont disponibles tout au long de l'année dans une quantité relativement stable. La grande question de traçabilité, qui se retrouve aussi dans des questions de réglementation, peut trouver tout son sens quand on parle de valorisation de coproduits. Souvent, les procédés mis en œuvre pour une traçabilité s'adressent à la matière première brute et ou au produit fini, et voir dans quelle mesure cette traçabilité, par exemple des garanties de durabilité ou des traçabilités pour connaître les traitements phytosanitaires qui ont été appliqués, c'est intéressant de vérifier que cette traçabilité s'applique également aux coproduits et qu'on rencontre les exigences des secteurs applicatifs dans lesquels sont destinés à être valorisés ces coproduits. Enfin, et le centre d'intérêt de ce webinaire-ci, quelles sont les réglementations qui vont impacter cette valorisation des coproduits? Premièrement, des réglementations qui touchent à la valorisation de la matière première, donc le coproduit en lui-même. Comment les procédés de transformation qui vont être mis en œuvre vont être impactés par les réglementations existantes. Et enfin, à quel type de réglementation il faut répondre en fonction des usages, des différents types et différents secteurs applicatifs qui sont visés, et aussi en fonction des différents types de produits finaux qui sont visés, par exemple par les molécules qu'on va aller extraire dans ces coproduits-là. Le premier exemple est donc le projet AgriWaste Value, donc ce projet Interreg Nord-Ouest Europe, qui vise initialement, donc l'objectif est de trouver une valorisation à des coproduits issus de l'agriculture pour aller y rechercher à l'intérieur de ces coproduits-là des molécules, des composés bioactifs destinés à des secteurs à haute valeur ajoutée comme le cosmétique et le nutraceutique. Après un premier screening des nombreuses pistes, des nombreux types de coproduits agriculturaux disponibles, le projet s'est focalisé sur des coproduits de très faible valeur et bien spécifiques, qui sont en fait les résidus de taille d'élagage d'arbres fruitiers et de vignobles.
En effet, donc, ce sont ces résidus de taille, c'est une opération obligatoire dans la conduite d'un vignoble ou d'un verger. Or, ce type de résidus de taille, donc ce coproduit-là, est actuellement très peu ou très mal valorisé, voire parfois, si ce n'est pas laissé sur place, c'est broyé, à peine évacué ou, dans le pire des cas, brûlé en bordure de verger. Donc, évidemment, une valorisation non optimale. Et un des objectifs du projet AgriWest Value, dans ses premières étapes, c'est justement d'aller pouvoir extraire, au départ de ces coproduits, les fameuses molécules d'intérêt qui sont destinées à des secteurs cosmétiques et nutraceutiques. Les secondes étapes visent, après extraction, à trouver une valorisation, par exemple énergétique ou sous forme de retour au sol, du coproduit de l'extraction lui-même, encore une fois, soumis à des différentes réglementations, comme le retour au sol, qui sera l'objet de la présentation qui me succédera. Donc ici, le sourcing de départ a été clairement identifié. On se base sur des coproduits qu'on peut également appeler résidus, même si le terme coproduit est préférable, qui sont directement issus de vergers et de vignobles parce qu'ils se situent à même le sol. Donc, si vous voyez sur l'illustration de gauche, on remarque qu'après les opérations d'élagage, ce type de branche élaguée, ici sans feuilles et évidemment sans fruits, est simplement laissé à même le sol du verger et est récolté soit manuellement, soit mécaniquement pour être évacué, mais offre une possibilité de valorisation intéressante du fait de sa composition en certaines molécules d'intérêt. On remarque tout de suite que toute une série de contraintes vont s'appliquer à ce sourcing au départ de résidus. Premièrement, quelle était la disponibilité temporelle de ce type de résidu? Bien, évidemment, qui dit résidu d'élagage, ce type de produit-là ne sera disponible que après la période d'élagage, qui s'étale en général sous nos latitudes de novembre à mars, avec une quantité qui peut évidemment fluctuer d'une année à l'autre en fonction du type d'élagage pratiqué et de l'intensité de la taille qui sera pratiquée sur les différents arbres. La disponibilité physique est aussi un élément à prendre en compte. Donc, on le voit sur l'illustration là, ces produits, à quelques rares exceptions, sont rarement regroupés. Donc, il faut en prendre en compte quand on parle de mobilisation de ce type de coproduits-là. Se pose aussi la question de l'évolution physico-chimique de ces coproduits-là pendant le laps de temps où ils sont laissés au sol après la taille, donc après la taille et avant la récolte, laissés au sol soumis aux intempéries, au rayonnement UV, etc., qui peut amener une dégradation de certaines caractéristiques de ce coproduit-là, qui rendra peut-être leur transformation et valorisation plus compliquée. Et enfin, ici, on s'intéresse à une réglementation particulière au sourcing. On est dans le cadre d'un projet européen avec différents partenaires issus de différents pays. La première étape a été de nous assurer du respect du protocole de Nagoya sur ce type de matière première-là, pour s'assurer qu'il était possible de mobiliser et de valoriser à une échelle nationale, voire internationale, ce type de matière première. Donc, on retrouve dès le début, dès la question du sourcing, un impact de la réglementation directement à ce niveau-là. Les aspects réglementaires sont aussi très importants quand on va s'intéresser aux secteurs applicatifs qui sont visés par ce projet. Donc ici, on parle d'une valorisation de bois de taille, donc c'est différent de la valorisation d'un produit ou d'un sous-produit de poires, de pommes ou de raisins, donc qui sont les arbres fruitiers et les vignes destinées à être valorisées dans le cadre de ce projet-ci. Ce type de matière première-là est déjà bien connu, bien utilisé. Ici, on va utiliser le bois, du broyat de bois, voire des différentes sections de résidus d'élagage. Donc, on est dans un type de matière première qui est déjà différent. Et là, on a un impact très concret de la réglementation, tant pour une valorisation cosmétique qu'une valorisation nutraceutique, sur le type de matières premières qui sont déjà reconnues au travers des différents types de réglementation qui permettent d'utiliser plus ou moins facilement cette matière première-là. Dans le cadre d'une utilisation nutraceutique, on aura en troisième présentation un exemple de l'implication de la réglementation Novel Foods qui vous démontrera également l'impact que peut avoir ce type de réglementation-là sur les possibilités offertes par ce sourcing. Donc non seulement on a la question de l'impact et de l'influence de la réglementation sur la matière première qui va déterminer nos possibilités de sourcing, mais aussi les procédés, ici par exemple dans le cas du projet AgriWest Value, on a différents procédés d'extraction qui sont testés sur ces coproduits-là pour aller chercher toute une série de différentes matières, de différentes molécules d'intérêt. Et en fonction du processus d'extraction qui sera appliqué et retenu, on va avoir des contraintes réglementaires et des possibilités plus ou moins aisées de mise en œuvre à plus grande échelle de ce type de procédé. C'est-à-dire à partir du moment où on va sortir du labo pour s'intéresser à une faisabilité pilote, voire industrielle. Le deuxième exemple de cas qui fait un focus plus sur une réalité wallonne, même si ça peut s'appliquer en dehors de nos territoires,
est un projet mené ici depuis plusieurs années chez Valbiome qui vise à la valorisation d'extractifs forestiers, en particulier la valorisation des extraits contenus dans certains coproduits tels les écorces qui sont issus de la transformation du bois. On sait que ces écorces sont riches en certaines molécules d'intérêt. Or, ces écorces-là sont générées principalement par les activités de première transformation du bois que sont chez nous les scieries, l'industrie de la pâte et du papier et du panneau. Ça nous a permis d'identifier toutes des opportunités de sourcing intéressantes, tant au niveau de la qualité que de la quantité. Un type de molécules d'intérêt, les grandes familles d'éthalins et des polyphénols qui sont des opportunités de valorisation via l'extraction, mais toutes les contraintes qui ont déjà été identifiées dans le cadre du projet Agri-West Value sont d'application. Hein. On a la question de l'homogénéité de la ressource, en fonction des essences ici qui sont sciées et transformées. La manière dont est produite, entre guillemets, ces écorces-là n'est pas forcément la manière qui sera la plus propice à l'utilisation de cette matière-là sur l'extraction. Des questions d'origine et de traçabilité. Hein. Par exemple, la traçabilité, en particulier le caractère durable d'une ressource forestière, ça est bien connu et peut être bien encadré par des labellisations telles PEFC ou FSC. Donc pour une ressource bois, ça s'applique. Mais quand on cherche à valoriser des coproduits, on va en chercher des molécules d'intérêt qui peuvent, eux aussi, par exemple, être destinées à des secteurs comme le cosmétique ou nutraceutique. Comment est-ce que ces types de traçabilité déjà existants peuvent répondre à ce type de projet-là? Quelle réglementation peut s'y appliquer? Quelle réglementation peut être utilisée comme un avantage ou au contraire va constituer un frein qui va devoir être levé dans ce cadre de projet? Et comme dans le cadre du projet Agri-West Value, on retrouve le même type de réglementation, tant pour un usage nutraceutique qu'un usage cosmétique, qui est d'application tant sur la matière première que sur le procédé transformé et le type de produit visé. Voilà. Donc vous avez brièvement ici eu l'occasion de voir à travers deux exemples de cas concrets de projets déjà en cours, comment différents types de paramètres doivent être pris en compte dès le début d'un projet, en particulier la réglementation, qui n'est pas juste un point parmi des autres, mais qui est même parmi les éléments primordiaux à anticiper dès le début d'un projet pour éviter de se retrouver bloqué par la suite. En termes de valorisation de coproduits, déjà les principaux enseignements qui ont pu être tirés de l'avancée de ces deux projets-ci, c'est qu'il s'agit vraiment des opportunités de sourcing et de valorisation qui méritent de s'y intéresser, mais il est primordial de se pencher sur la faisabilité et d'identifier les barrières dès le début du projet, et en particulier les barrières de réglementation qui peuvent très vite constituer des freins presque infranchissables en fonction de la difficulté, en tout cas des exigences des réglementations y afférentes. Je pense qu'on aura l'occasion de présenter ça dans la suite des présentations qui seront beaucoup plus parlantes sur les quelques focus qui ont été faits, en particulier par exemple sur la réglementation Novel Food. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était donc une brève présentation et une remise en contexte, en particulier dans le cadre du projet Agri-West Value. Et je cède maintenant la parole à Aurore ou à Madame Jean Debien pour l'intervention suivante. Je vous remercie. Merci Pierre-Louis. Oui, en effet, je vais donner la parole à Madame Jean Debien, donc du service public de Wallonie, qui va donc nous faire une présentation sur la législation sur les fertilisants en Wallonie. Alors Anne, je vous demande d'activer votre micro. Voilà, vous devriez. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, oui, je travaille dans la direction de la protection des sols au sein du département du sol et des déchets de l'administration wallonne, et je m'occupe d'autorisation pour la valorisation de déchets en agriculture, donc le retour sur les sols. Je pense que c'est en fin de processus, si j'ai bien compris dans les explications de l'orateur précédent, c'est lorsque vous auriez extrait les molécules intéressantes au niveau cosmétique ou nutritif, qu'il vous resterait un résidu et qui pourrait être potentiellement valorisé sur les sols. Et c'est dans ce cadre-là que ma présentation va être faite. C'est quelles sont la législation qui s'applique aux fertilisants en Belgique et en particulier en région wallonne. Alors, il y a un cadre réglementaire européen, national et régional. Ce cadre réglementaire pour les fertilisants est en train de changer au niveau européen et donc aura aussi des implications au niveau régional
il y aura aussi des modifications à faire. Je vais essayer de vous l'expliquer en quelques slides. Je vais aussi essayer de vous expliquer les différents niveaux de compétences sous lesquels ces fertilisants se retrouvent, parce qu'on est en Belgique et qu'il y a à la fois des compétences fédérales et régionales. Et dans ce cas-ci, en plus, au niveau des fertilisants, potentiellement une compétence européenne. Et aussi les différentes autorisations qu'une telle matière devrait avoir si on désire la valoriser en tant que fertilisant. Alors, quand on parle de fertilisant, on parle de choses qui peuvent être très différentes et très vastes. Ça peut, on peut avoir des matières qui sont reconnues fertilisantes parce qu'elles apportent des éléments nutritifs. On parle alors là d'engrais. Ça peut être des matières produites à base de matières organiques ou plutôt minérales. Ça peut également être des matières qui vont améliorer le sol, mais plutôt par des processus physiques. On parlera alors d'amendements. Là aussi, on pourra avoir des amendements organiques ou minéraux. Et il y a également, à l'heure actuelle, dans la nouvelle réglementation européenne, toute une série de matières qui sont aussi reprises sous ce nouveau cadre réglementaire comme des biostimulants ou des inhibiteurs de nitrification, toute une série de substances, de micro-organismes qui se retrouvent donc soumis à cette nouvelle réglementation européenne. Alors, le cadre réglementaire actuel au niveau européen, c'est encore le règlement 2003-2003 qui, désolé, mon téléphone sonne, je vais attendre que ça s'arrête. Donc, qui concerne principalement des matières minérales issues de processus d'extraction ou chimiques. Il y a un nouveau cadre réglementaire qui a été publié en 2019, qui est entré en vigueur en juillet 2019, mais qui n'est pas encore d'application. Ça ne viendra en application qu'en juillet 2022. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien pour l'instant. Il y a toute une série de choses à mettre en place, comme l'organisation des organismes certificateurs. Mais pour l'instant, donc, ce règlement n'est pas encore d'application. On travaille toujours dans le cadre de l'ancien règlement de 2003. Cela étant, même avec l'entrée en application de ce nouveau règlement, le fabricant d'un fertilisant aura toujours le choix de ne pas nécessairement respecter ce nouveau cadre réglementaire. C'est-à-dire que par rapport aux autres règlements européens qui d'habitude imposent un cadre que toutes les matières doivent respecter, dans ce cadre-ci, le producteur a toujours le choix de soit respecter le cadre réglementaire européen et de pouvoir alors circuler librement au sein de l'Europe, ou de rester dans le territoire de son État membre et de respecter la réglementation nationale qui, en Belgique, est inscrite dans l'arrêté royal du 28 janvier 2013. Donc, c'est vraiment un choix laissé aux producteurs. Si votre fertilisant, vous ne le destinez pas à d'autres États membres, vous pouvez très bien ne pas le faire certifier CE et le commercialiser, pour autant qu'il soit conforme à l'arrêté royal, le commercialiser en Belgique sur base d'autorisation ou de dérogation. Celles qui auraient été certifiées, les matières qui auraient été certifiées par ailleurs avant l'entrée en application du règlement de 2019 restent valables, ces dérogations resteront valables même à l'entrée en application de ce nouveau règlement européen. Alors, le règlement fertilisant, je vais m'attacher un petit peu plus à vous expliquer ce qu'il modifie ou ce qu'il impose. Il modifie, entre autres, le règlement des produits phytopharmaceutiques, en ce sens qu'il ajoute une définition pour les biostimulants, en les excluant justement
du règlement phytopharmaceutique. Donc, dans le cadre européen, les biostimulants donc, qui aident pour certaines substances qui améliorent la façon dont les végétaux pourront après utiliser les substances nutritives, au niveau européen ne sont plus considérés comme des produits phytopharmaceutiques, mais plutôt comme des fertilisants et donc doivent respecter ce nouveau cadre réglementaire. Il modifie également un autre règlement européen qui est le règlement qui s'attache aux sous-produits animaux. Et un sous-produit animal, c'est en fait un déchet d'origine animale qui n'est plus destiné à la consommation humaine ou animale. Donc, ça couvre là aussi beaucoup de substances qui, pour certains de ces sous-produits, sont déjà habituellement utilisés comme fertilisants. Mais ça couvre également des lisiers. Le terme lisier couvre les effluents d'élevage liquides et solides. Ça peut couvrir également des restes d'abattoirs. Ça peut également, on parle de sous-produits animaux aussi quand on parle de déchets de table et de cuisine. Quand ils sont destinés à être compostés ou biométhanisés, ils sont aussi considérés, par exemple, comme des sous-produits animaux. Ça peut être du sang, des ongles, de la laine, ce genre de matière. Alors, le règlement sous-produit animal est un règlement très strict, c'est un règlement sanitaire qui impose une traçabilité assez poussée. Et donc, quand le règlement fertilisant sera d'application, si ces sous-produits animaux respectent les critères qui sont définis dans ce nouveau règlement fertilisant, ils ne seront plus soumis au règlement sous-produits animaux pour éviter d'avoir une double traçabilité et d'empêcher justement la libre circulation de ces matières. Mais évidemment, il faudra quand même qu'ils respectent les critères imposés, mais je veux dire, ils ne seront plus soumis à toutes les obligations du règlement sous-produits animaux qui impose une traçabilité assez élevée. Alors, par contre, le règlement fertilisant, ce nouveau règlement fertilisant ne modifie pas les règles d'utilisation. Donc, l'utilisation des matières fertilisantes reste une compétence nationale et régionale. Il ne modifie pas non plus la directive nitrate et les autres réglementations en matière de protection de l'environnement. Là aussi, donc, les fertilisants doivent toujours, même s'ils sont certifiés Europe, doivent évidemment, lors de leur utilisation, respecter les prescrits de la directive nitrate. La réglementation BION également n'est pas modifiée. Le règlement REACH sera même utilisé comme base pour l'évaluation de certaines de ces matières qui rentrent dans la composition des fertilisants. Et il ne modifie pas non plus la directive boue, c'est-à-dire que toute boue d'épuration utilisée en agriculture en tant que fertilisant ou amendement ne rentre pas sous le nouveau règlement fertilisant. C'était une volonté de la Commission de ne pas inclure les boues d'épuration, même les boues d'épuration de l'agro-industrie. Et donc, une boue d'épuration ne pourra pas librement circuler au sein de l'Europe sous le couvert d'un marquage CE. Ça, c'est pas possible. Le règlement fertilisant, en fait, traite de différents aspects, met en place une série d'obligations et de prescriptions reprises dans différents chapitres et dont le principe fondateur de ce règlement, c'est vraiment la libre circulation des fertilisants CE et de tout type de fertilisants. Donc, autant le règlement 2003 s'intéressait principalement aux fertilisants minéraux, ici, on ouvre le marché pour tout type de fertilisants et en particulier les fertilisants produits à base de déchets et de matières organiques. Alors, elle met aussi en place des obligations pour les opérateurs économiques. Alors, un opérateur économique, c'est non seulement le fabricant, mais c'est le distributeur, l'importateur de ces matières.
Mais aussi, elle explique comment l'évaluation de la conformité de ces fertilisants doivent être réalisées et comment un organisme d'évaluation doit être contrôlé et certifié, en somme. Il régit aussi la surveillance des marchés et il permet, via des actes délégués, à la Commission de publier des nouvelles catégories de matières qui pourraient entrer dans la fabrication de ces fertilisants. Donc, on a actuellement déjà toute une série de catégories de matières constitutives qui sont publiées dans l'annexe de ce règlement. Et cette annexe est appelée à s'agrandir au fur et à mesure des nouvelles découvertes, de nouveaux produits qui pourraient être mis sur le marché et qui pourraient entrer dans la fabrication de fertilisants ou d'amendements ou de biostimulants. Donc voilà, c'est un peu ça que cette présentation ici essaye de vous expliquer, c'est que donc le règlement fertilisant a défini dans son annexe 1 7 catégories fonctionnelles de produits, c'est-à-dire que doit avoir comme critère un engrais organique, un engrais inorganique, un engrais organominéral, un amendement organique, un amendement minéral, un biostimulant et ainsi de suite. Quels sont les critères agronomiques qu'il doit respecter? Elle a également défini pour ces différentes catégories fonctionnelles de produits des critères de contaminants chimiques maximal qu'il ne doit pas dépasser et des critères bactériologiques dans certains cas. Alors, pour pouvoir entrer dans la fabrication de ces produits, donc de ces fertilisants, engrais, amendements ou biostimulants, vous devez appartenir à une des catégories des matières constitutives qu'on appelle CMC. Pour l'instant, donc je disais, la Commission a publié 14 de ces CMC, dont le contenu et le nombre doivent évoluer avec le temps. Pour chaque CMC, il y a des exigences complémentaires de composition, de traitement, de contaminants. Le règlement, dans son annexe 3, impose également un type d'étiquetage de ce qui doit figurer sur l'étiquetage et des garanties qu'il faut respecter. Et à l'annexe 4, par contre, elle explique la façon dont la certification de ces matières doit être faite pour pouvoir être déclarée conforme au règlement fertilisant. Alors, le règlement fertilisant aussi, ce qu'il a introduit, c'est le statut de fin de déchets pour les matières constitutives qui seraient produites à partir de déchets et qui respecteraient les critères qui figurent dans le règlement fertilisant, pour autant qu'elles soient utilisées dans la fabrication de fertilisants, elles perdent automatiquement le statut de fin de déchet. Pour ma direction, c'est un des grands changements et ce nouveau principe introduit par le règlement fertilisant va avoir des conséquences assez importantes dans la façon dont on suivait, on traçait et on certifiait les matières à base de déchets. Alors, et comme j'expliquais aussi, il a aussi introduit donc une modification du règlement sous-produits animaux, en ce sens qu'il a introduit donc une fin de chaîne. Comme je disais, une fois qu'un sous-produit animal respecte les critères du nouveau règlement fertilisant et entre dans la fabrication d'un fertilisant avec un marquage CE, il est arrivé à ce qu'on appelle en fin de chaîne et donc n'est plus soumis au règlement sous-produits animaux. Alors voilà quelques exemples de CMC, donc les matières constitutives, c'est-à-dire ces types de matières qui pourraient rentrer dans la fabrication de fertilisants CE. C'est par exemple pour la CMC1, toute substance et mélange à base de matière vierge. Alors il s'agit de matières issues en général d'une transformation chimique. Par contre, il y a associé à cette CMC1 donc des critères
de production et à respecter. Il y a une autre CMC qui pourrait aussi peut-être intervenir dans le type de matière avec lesquelles vous allez peut-être devoir travailler, c'est la CMC2. Cette CMC2 se rapporte à tous végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux non traités ou traités dans ce cas-ci mécaniquement. Donc il n'y a pas de transformation chimique. Donc une extraction avec certaines substances chimiques, par contre, ne permettrait pas de rentrer dans cette CMC2. Il y a également une CMC qui couvre tout produit de l'industrie, sous-produit de l'industrie agroalimentaire. Alors, il peut s'agir de chaux, de mélasse, de vinasse, de drèche, de végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux avec traitement thermique. Là aussi, je pense que certaines des matières qui pourraient entrer dans la fabrication de cosmétiques pourraient avoir subi un traitement qui lui permettrait d'entrer, le résidu lui permettrait d'entrer dans la CMC6 peut-être. Il y a également là une autre CMC, mais c'est peut-être moins évident, mais certaines des résidus donc, en question pourraient aussi se retrouver sous la CMC 11. Il s'agit des sous-produits au sens de la directive, c'est-à-dire un résidu qui ne serait jamais passé par la case déchets et qui aurait pu se faire reconnaître comme sous-produit. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore de critères définis pour cette CMC dans le règlement et donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire valoir qu'on a acquis le statut CE via cette CMC. Et récemment, quand je disais que le règlement est en constante évolution, après la publication du règlement, donc en juin 2019, depuis, il y a déjà eu 3 nouvelles CMC ajoutées, dont la struvite, qui est un sel de phosphate précipité, les cendres et également le biochar, qui sont entrés donc dans le règlement et qui donc peuvent maintenant, les substances pourraient, si elles respectent les critères définis dans ces 3 CMC, entrer dans la fabrication d'engrais. Alors, les autorités compétentes. À l'heure actuelle, avant l'entrée en vigueur, en application de ce règlement, en Belgique, si vous êtes producteur d'un engrais produit, vous passez donc vous avez la reconnaissance du service public fédéral santé publique, santé publique, chaîne alimentaire et environnement, qui, sur base de l'arrêté royal dont je vous ai parlé avant, vous reconnaît comme engrais ou amendement ou support de culture. Par contre, si votre matière est un déchet, comme un compost, un digestat ou une drèche de brasserie qui serait valorisée comme amendement ou fertilisant sur les sols agricoles, vous devez en plus de cette reconnaissance par le service public fédéral, vous devez avoir au sein de ma direction un enregistrement ou un certificat d'utilisation. Donc, c'est au sein de l'administration wallonne que l'on délivre ce type d'autorisation. Par contre, une fois le règlement en application, il y aura ce qu'on appelle des organismes d'évaluation de la conformité. Alors, ce sont des organismes qui seront sous contrôle d'une autorité notifiante nationale. Dans ce cas, en Belgique, ce sera le SPF de nouveau, qui aura autorisé un laboratoire ou toute autre société qui le désire, qui désire devenir organisme d'évaluation, qui aura vérifié qu'il remplit bien les critères définis dans le règlement fertilisant pour être un organisme d'évaluation de la conformité. Il y a toute une liste de critères que ces organismes doivent remplir pour pouvoir être considérés comme organismes d'évaluation. Et ce sont eux qui seront chargés de vérifier la conformité des matières, des produits mis sur le marché dans le cadre de ce nouveau règlement
qui permettront à ces matières donc d'avoir le marquage CE. Et au niveau du contrôle sur le terrain, ça sera toujours la SCAO également qui vérifiera que les matières qui rentrent sur le territoire sont conformes et disposent des autorisations nécessaires. Donc, les autorisations nécessaires, ça sera la déclaration de conformité. Si le produit donc est certifié CE. Pour l'instant, quand vous voulez donc être autorisé à être valorisé en tant que fertilisant, vous devez, donc, comme je l'expliquais, avoir soit une reconnaissance via l'arrêté royal et avoir reçu une dérogation sur base de cet arrêté, plus un enregistrement sur base d'un AGOE du 14 juin 2001 qui est en fait un AGOE qui permet la valorisation de certains déchets, auquel est associé un certificat d'utilisation qui décrit la façon dont la matière peut être utilisée en tant que fertilisant. Si vous êtes Anne, un déchet, oui. Excusez-moi, je permets de vous interrompre. On dépasse un petit peu le timing. D'accord. Mais je pense que c'est voilà. terminé. Voilà. Voilà, merci. Vous aurez dans le futur, suite à l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement, il y aura malgré tout, même pour les matières certifiées marquées fertilisants européens, il y aura sans doute des nouvelles impositions à l'utilisation, puisque ça reste la compétence des régions, avec des restrictions, peut-être un suivi quand même au niveau des épandages. Et un nouveau PGDA qui devrait, donc le nouveau PGDA, c'est pour le plan de gestion de l'azote. Un nouveau PGDA doit être publié cette année ou l'année prochaine. Voilà, ben, merci pour votre attention et surtout, je tenais aussi à remercier mon collègue Alfred Géneret, qui est en fait le pilote qui a suivi les travaux au niveau européen pour ce nouveau règlement fertilisant et qui donc m'a fourni certaines de des slides que je vous ai présentés aujourd'hui. Voilà. Désolée pour... Pas de souci, merci Anne pour cette présentation. Donc voilà, j'invite Céline maintenant à prendre la parole. Voilà. Oui, bonjour. Du coup, on va passer sur la partie alimentaire, avec notamment le règlement qui est parfois considéré comme la bête noire de ce domaine. Donc, c'est le règlement 2015-22-83, donc sur le novel food. Alors, moi, du coup, en fait, je suis spécialiste en toxicologie. C'est pourquoi, du coup, je m'occupe notamment de la partie novel food, puisqu'en fait, la toxicologie prend une grande part dans cette réglementation. Voilà, donc moi je travaille chez Fanager Développement, on travaille dans différents domaines, dont l'alimentaire, le pharma, la cosmétique ou les biocides par exemple. Donc on va entrer dans le vif du sujet avec un petit rappel et des définitions. Alors assez sommaire parce qu'effectivement il y a certaines subtilités dans le règlement Novel Food que je ne peux pas forcément vous présenter en un quart d'heure. Donc pour rappel, ce qu'on considère comme étant un novel food, donc nouvel aliment, c'est un ingrédient qui n'aurait pas été consommé de façon significative par l'homme avant la date du 15 mai 1997 et qui appartiendrait à l'une des 10 catégories listées par le règlement novel food. Donc par exemple, si vous avez un ingrédient qui possède une structure moléculaire nouvelle et que vous n'avez pas de preuve de consommation avant 1997 pour cet ingrédient, vous tomberez sous le coup du règlement Novel Food. Pareil, si vous utilisez un procédé un peu particulier qui n'aurait pas été utilisé avant 1997, et si ce procédé entraîne des modifications significatives dans la composition de l'ingrédient. Du coup, dans ce cas-là, si vous n'avez pas non plus d'historique de consommation avant 1997, vous tomberez dans le statut Novel Food. Donc c'est vraiment un point crucial à voir lorsque vous avez un ingrédient un peu particulier qui est issu d'une source qui n'aurait pas forcément été très utilisée avant. Donc dans le cas des fameux coproduits, ça peut être également une réglementation qui peut être assez restrictive sur l'utilisation de ces ingrédients-là. Donc il faut vraiment se poser la question de est-ce que je tombe dans la définition d'un novel food ou pas lorsqu'on veut utiliser un ingrédient en alimentaire.
Le règlement, du coup, maintenant qui encadre les novel food depuis 2018, donc c'est le règlement 2015-22-83, par rapport à l'ancien règlement qui lui datait de 97, maintenant il n'y a plus qu'un seul évaluateur, donc c'est l'EFSA. À l'époque, c'était les États membres chacun qui évaluaient dans leur propre pays et qui permettait de mettre sur le marché en Europe. Maintenant, c'est l'EFSA qui centralise tout. Donc ça permet une homogénéité dans l'évaluation, mais ça a aussi drastiquement augmenté la quantité d'informations nécessaires. Grâce à ce règlement, maintenant vous avez par contre des approbations dites génériques, donc valable peu importe la société qui l'a déposé, sauf si cette société a fait la demande et a obtenu la protection de données qui protège du coup son autorisation pendant 5 ans. Il y a également une nouvelle procédure qui a été intégrée dans ce règlement, c'est la procédure des aliments traditionnels pays tiers, qui permet de mettre sur le marché plus facilement des ingrédients pour lesquels vous arrivez à prouver un historique de consommation de 25 ans dans au moins un pays tiers. Donc ça peut faciliter quand même la mise sur le marché de certains ingrédients. Et peut-être également de coproduits qui en Europe ne seraient pas forcément consommés, mais qui dans d'autres pays auraient déjà pu être valorisés. Donc je vous ai juste fait un petit tableau récapitulatif des 2 procédures pour la mise sur le marché d'un novel food. Alors c'est un peu plus long en théorie, donc je vous ai vraiment résumé tout ça. Donc vous avez la partie autorisation novel food. Donc là c'est dans le cas où vous êtes un novel food, mais vous ne pouvez pas prétendre à la procédure pays tiers. Donc dans ce cas-là, c'est un dossier très complet dans lequel vous aurez notamment pas mal d'informations toxicologiques à renseigner. La procédure prend au moins 18 mois entre le moment où on dépose le dossier et le moment où on peut prétendre avoir une autorisation. Dans les faits, c'est beaucoup plus long, puisqu'effectivement, l'EFSA fait pas mal d'allers-retours avec les pétitionnaires. Avec cette autorisation, vous avez bien évidemment l'obligation de notifier les éventuelles études tox que vous aurez réalisées dans le cadre de cette demande. Le dossier doit être soumis sur la plateforme dédiée de la Commission européenne. Donc, je vous ai mis le lien sur la présentation. Et dans cette procédure d'autorisation, vous avez la possibilité de demander une protection de données pendant 5 ans. D'un autre côté, si vous pouvez prétendre à l'aliment traditionnel pays tiers, vous êtes dans le cadre d'une notification. Du coup, c'est 4 mois de procédure. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus d'études toxicologiques à fournir puisque c'est l'historique de 25 ans qui permet de sécuriser l'utilisation d'un tel ingrédient. Là encore, c'est une notification sur la plateforme européenne. En revanche, vous ne pourrez pas prétendre à une protection de données pendant 5 ans sur cette procédure. Le plus dur dans la réglementation novel food, c'est de savoir quand est-ce qu'on tombe justement sous le coup du statut novel food ou pas. Malheureusement, il n'y a pas de formule magique dans la réglementation, donc c'est une évaluation au cas par cas. Le point à ne pas oublier, c'est cette fameuse date fatidique du 15 mai 1997 par rapport à la consommation humaine significative. Si vous avez un historique avant cette date, eh bien, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas novel food. Si vous n'avez pas d'historique et que vous tombez dans une des catégories du règlement, vous êtes potentiellement novel food. Bien évidemment, lorsqu'on va déterminer le statut, il va falloir se poser la question de plusieurs paramètres de votre matière première, de votre ingrédient. Donc vous avez l'origine de la matière première, la plante et la partie de plante utilisée. Dans le cas de coproduit, ça peut avoir un fort impact sur le statut de novel food à la fin. Mais également le procédé de fabrication, s'il est un petit peu nouveau et qu'il modifie la composition de votre ingrédient, vous tomberez probablement également dans le novel food. Vous avez également les spécifications finales. Si vous vous retrouvez avec un fort taux d'une substance en particulier, ça peut aussi impacter là-dessus. Et également l'utilisation finale de l'ingrédient. Puisqu'en fait, dans la réglementation novel food, on fait une différence entre l'utilisation en denrée alimentaire générale et l'utilisation en complément alimentaire uniquement. En effet, si vous avez un historique de consommation en complément alimentaire uniquement, ce n'est pas suffisant pour prouver la sécurité d'utilisation de cet ingrédient dans les denrées alimentaires en général. L'inverse, par contre, est vrai.
En troisième point, du coup, vous avez également en aide, justement, toutes les bases de données que vous pouvez consulter. Donc, il y a bien évidemment le catalogue Novel Food. Vous avez également la liste de l'Union, qui liste donc les Novel Food autorisés et leurs spécifications, dans lesquelles vous pouvez notamment trouver des informations sur les procédés de fabrication utilisés. Ça peut être utile si jamais vous vous posez la question et que vous voyez qu'un ingrédient qui a tendance à utiliser le même procédé que vous et qui, lui, est déjà Novel Food, attention, ça peut du coup vous aider à statuer sur votre ingrédient. Vous avez également les résumés publics qui sont disponibles, le registre de questions également tenu par l'EFSA, et puis le portail européen RASFF. Suite à tout ça, il est possible que du coup vous ne sachiez toujours pas où vous en êtes avec votre statut Novel Food, et le règlement justement permet d'interroger un État membre. C'est la procédure qu'on appelle article 4, qui permet du coup de les interroger et de savoir si eux, de leur côté, ils n'ont pas d'informations complémentaires, notamment sur l'historique de consommation d'un tel ingrédient. Ça permet d'avoir du coup un statut, lorsqu'il est concluant, un statut définitif sur Novel Food ou non Novel Food. Alors du coup, voilà, maintenant j'ai essayé de vous présenter en fait des points très particuliers sur le Novel Food dans le cadre de la valorisation des coproduits. Alors justement, avec cette fameuse interrogation État membre, dite article 4, qui vous permet d'avoir le retour d'un État membre, par exemple, il a été statué que la graine germée de chanvre, qui avait subi un procédé de maltage, n'était pas Novel Food. Puisque justement, la graine de chanvre est non Novel Food. Le procédé de fabrication, donc le maltage, est déjà très utilisé pour les céréales et ça n'entraînait pas de modification significative de la composition. D'un autre côté, par exemple, un peptide extrait de l'olive, une partie très, très particulière de l'olive, du coup, c'était considéré comme Novel Food, puisqu'en effet, il n'y avait aucun historique de consommation de la part de la partie de plante en particulier, et ou de ses extraits, dans aucun des États membres. Donc voilà un petit peu un exemple à quel point l'interrogation d'États membres peut être intéressante lorsque l'on a un ingrédient un peu particulier. Je vous ai maintenant aussi listé trois ingrédients qui sont considérés un petit peu comme des coproduits et qui, eux, ont déjà obtenu une autorisation Novel Food. Donc, c'est le cas de la pulpe de cacao, son jus et son jus concentré, qui ont été autorisés dans le cadre de la procédure dite aliments traditionnels pays tiers. En effet, il y avait un historique de consommation de cette partie de plante particulière dans un pays tiers, ce qui a permis de pouvoir l'autoriser en Europe. Suite à ça, il y a également eu les sucres qui sont obtenus de cette pulpe de cacao, qui ont du coup suivi le même chemin et qui ont du coup une autorisation Novel Food. Ces deux autorisations, ça permet notamment de valoriser la pulpe de cacao qui jusque-là n'avait pas de réelle utilisation, en tout cas en Europe, et qui du coup était la plupart du temps jetée. Un autre exemple, ce sont les fibres de canne à sucre. Donc, jusque-là, j'ai pu trouver effectivement que c'était déjà un peu valorisé, mais hors alimentaire pour tout ce qui pouvait être emballage. Notamment, ça pouvait aussi être des assiettes en fibres de canne à sucre. Maintenant, en alimentaire, ça ne l'était pas. Grâce justement à l'autorisation Novel Food qui a été accordée, vous pouvez utiliser les fibres de canne à sucre dans le pain, par exemple, à hauteur de 8%. Je vous ai également mis en dessous, en bas des slides, voilà le lien direct vers la liste de l'Union qui vous permet d'avoir un peu plus d'informations sur ces autorisations. Maintenant, du coup, le Novel Food, ça peut être aussi un réel intérêt pour développer justement des nouveaux produits en alimentaire, afin notamment également peut-être de se distinguer de la concurrence, ce qui peut être intéressant. Ça peut vous permettre d'obtenir du coup des ingrédients pour lesquels vous n'aurez pas besoin de mettre sur l'étiquetage que ce sont potentiellement des allergènes.
J'ai pu trouver l'exemple de l'extrait de chitosan d'origine fongique, du coup, qui vous permet de vous exempter de l'étiquetage allergène, tout comme le sulfate de chondroïtine via la fermentation microbienne, qui évite de devoir mettre que c'est issu de crustacés ou autre. Donc ça peut être un intérêt également lorsque vous développez un produit que vous voulez qu'il soit 100% vegan, par exemple, ou dépourvu d'allergènes. Vous avez également l'intérêt de cette réglementation qui vous permet, via du coup une autre source, d'obtenir des ingrédients qui auraient déjà une allégation de santé autorisée ou tolérée. C'est par exemple le cas de la cyclodextrine, qui a une allégation autorisée sur la glycémie, ou le chitosan, qui du coup, dans le cas du novel food, est d'origine fongique, qui possède déjà une allégation autorisée sur le cholestérol. Pareil avec le transfert resveratrol, qui lui a une allégation tolérée sur le système cardiovasculaire. Pardonnez-moi. Voilà, vous avez d'autres ingrédients, comme les extraits d'écorce de magnolia, qui sont du coup autorisés dans les gommes à mâcher en tant que novel food, ou par exemple l'extrait protéique de rein de porc. Donc voilà un petit peu certains ingrédients qui peuvent vous donner une idée de l'intérêt du novel food lorsqu'on développe un produit alimentaire. Du coup, voilà, j'ai été peut-être un peu vite, mais c'est vrai que du coup, la réglementation novel food se prête normalement à un petit peu plus longtemps de temps pour pouvoir présenter ça. J'espère du coup vous avoir, parmi ces petits exemples, démontré que la réglementation novel food pouvait être un réel atout pour valoriser certains ingrédients. Notamment, ça vous permet du coup de passer en alimentaire, hors additifs, attention, parce que c'est une réglementation particulière pour les additifs. Ça vous permet du coup de pouvoir isoler une substance qui était déjà autorisée en alimentaire, mais via une nouvelle source, qui peut vous permettre de vous affranchir de l'étiquetage allergène. Via le novel food, vous pouvez du coup avoir une possibilité d'exclusivité, donc la protection de données sur 5 ans. Et grâce à la procédure aliments traditionnels en provenance de pays tiers, du coup c'est une procédure beaucoup plus légère, ça vous permet du coup de valoriser des coproduits qui eux l'ont déjà été dans d'autres pays, de pouvoir les valoriser en Europe. La contrainte de cette réglementation, c'est bien évidemment la difficulté parfois à statuer. Est-ce que mon ingrédient est novel food ou pas? On a vu qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte, mais également la possibilité d'interroger les États membres. Dans le cas où vous n'êtes pas pays tiers et que vous souhaitez quand même vous engager dans la grande aventure de l'autorisation novel food, sachez que du coup, ça vous prendra au minimum 18 mois, voire plus, en fonction de l'ingrédient. Puisque l'EFSA est très pointilleuse, ce qui est très bien, mais ce qui du coup peut être un frein justement dans l'innovation alimentaire. Vous avez du coup pas mal de données à fournir dans le cadre d'une autorisation novel food, donc ça nécessite notamment pas mal d'études toxicologiques qui peuvent avoir un certain coût. Par exemple, si vous devez réaliser une étude 90 jours chez des rats, ça vous coûtera environ 130 000 € en fonction du laboratoire. Donc ça peut être un coût non négligeable dans le développement d'ingrédients. C'est pourquoi du coup, voilà, c'est une contrainte non négligeable. Maintenant, c'est aussi une balance entre le bénéfice pour la société, le fait de pouvoir réussir à mettre sur le marché un nouvel aliment issu d'une source intéressante, versus du coup le coût et le temps que cela aura pris à la société. Merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop vite sur les explications. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions ensuite. Merci. Merci Céline pour votre présentation. Oui, donc comme Céline l'a dit, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous y reviendrons donc après la dernière présentation du jour. Donc c'est celle de Lorenza Romanese pour le IHA. Lorenza, je te laisse la parole. Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui j'étais
J'étais invitée à vous présenter les cas du chanvre, de ses produits dérivés et dans la façon dans laquelle les opérateurs peuvent, ou mieux, peuvent pas les commercialiser en Europe. Donc, très brièvement, qui nous sommes? Nous sommes une association qui représente et défend les intérêts des producteurs, transformateurs et traders, les commerçants des produits et des extraits des ingrédients dérivés du chanvre. Et nous avons une mission qui nous est donnée par le conseil d'administration qui est élu chaque 2 ans. Et la mission en général, c'est de promouvoir une chaîne de valeur durable composée par l'exploitation de cette plante. Nous parlons bien aujourd'hui des produits dérivés d'une espèce de cannabis, Cannabis sativa L, qui est inscrit au catalogue européen des variétés autorisées si la plante est cultivée avec un taux inférieur à ce que la réglementation nous impose. Aujourd'hui, c'est de 0,2%. Nous sommes ravis que la Commission européenne, le Parlement et le Conseil monteront à 0,3% prochainement avec l'adoption de la politique agricole commune. Comme vous pouvez voir, on a des objectifs très clairs, je ne vais pas les répéter, vous les trouvez bien inscrits dans la PowerPoint, qui peuvent être divulgués si quelqu'un le souhaite. Nous estimons aussi que la chaîne de valeur doit être, pour ce qui concerne les chanvres, mérite d'être relocalisée en Europe sur une base durable. Donc, nous pouvons sourcer ces produits sur les sols européens, les processer sur les sols européens en utilisant toujours des connaissances globales qui nous permettront d'évoluer, d'innover, même si nous sommes quand même assez innovateurs dans ces domaines. Je travaille avec un petit team. Moi, je suis le directeur et je m'occupe de la partie haute de la plante, notamment les graines, les fleurs et les feuilles. Je suis supportée par Francesco Mirizzi. Lui s'occupe de la partie basse de la plante. Ensuite, il y a Monica qui s'occupe de la gestion des membres. J'ai commencé il y a 2 ans. On a 29 membres. Aujourd'hui, nous en comptons presque 300. Et ensuite, si nous ne communiquons pas, nous n'existons pas. C'est pour cela que nous avons décidé d'avoir aussi un communication officer, puisque quand nous communiquons sur les chanvres, c'est assez compliqué, il faut faire toujours attention. Donc, quelqu'un de dédié, c'était pour nous fondamental et c'est le rôle de Victoria. La structure de l'EIA, c'est pas une pyramide, c'est vraiment une porte coulissante. Nous essayons de nous enrichir des inputs des opérateurs parce que nous sommes une company-based association, donc la plupart de nos adhérents sont des compagnies qui viennent de toute l'Europe. Nous demandons à ces compagnies de s'engager en travaillant avec le secrétariat. Donc, comme je dis, nous prenons les informations du secteur et surtout les problèmes que ces opérateurs font face tous les jours. Nous utilisons des ressources, notamment les Scientific Committee, les conseils d'administration et différents working groups afin de vraiment mieux comprendre et surtout à la fin de produire des documents qui pourraient être utilisés dans l'amélioration législative dans différents dossiers. D'ailleurs, j'invite s'il y a des experts ou des universités qui sont présentes aujourd'hui, si vous voulez travailler gratuitement pour les chanvres et avec les chanvres, vous êtes les bienvenus au sein de notre comité scientifique. Nous comptons aujourd'hui 53 universités venant d'Europe et c'est avec cette expertise et cette connaissance scientifique que nous essayons de porter des arguments pertinents et corrects auprès des législateurs. Après, il y a nous, les secrétariats, donc la petite partie verte de cette slide, et nous essayons de traduire dans des draft regulations plutôt que dans des positions tout ce qui en ressort de ce long travail de grasp data et d'information. Et tout cela pour pouvoir modifier éventuellement la législation, pour augmenter la réputation de nos membres, pour faire du networking et pour divulguer de la connaissance correcte autour de cette plante qui la plupart des fois est mécomprise. Parlons du chanvre, les chanvres c'est pas nouveau. Les chanvres c'est une plante qui était plantée à la hauteur de 400 000 hectares en 1940. Ensuite,
peut-être quelqu'un les connaît, mais il y a une petite restriction autour de cette plante, autour de la catégorie botanique du cannabis en général. Et donc, c'est pour cela que vous voyez une baisse énorme des hectares plantés en Europe. Néanmoins, il y a du positif, c'est la culture agricole, c'est l'arable crops qui a cru, qui s'est développé le plus rapidement dans les dernières 10 ans. Nous comptons en plus 600% de la superficie, qui nous amène à plus ou moins 50 000 hectares en 2018. Nous sommes en train, avec la collaboration de Euromonitor, de lancer une autre étude d'impact afin d'avoir des chiffres plus récents, notamment les Harvesting 2021. Nous ne l'avons pas encore, mais je peux vous dire que les hectares ont augmenté. Et il faut saluer cette volonté de planter encore parce qu'il y a des contraintes réglementaires importantes. Donc, continuer à planter de la part de nos opérateurs, c'est vraiment vouloir croire dans cette plante parce que c'est pas du maïs. Et donc, c'est un tout petit peu plus compliqué la commercialisation de ces produits et de ces dérivés. Concernant la partie haute de la plante, donc celle dont je m'en occupe, j'estime que nous ne sommes pas du novel food. Non, j'estime pas ça. Nous avons une position qui est très claire, c'est-à-dire que si l'opérateur respecte le niveau naturel des cannabinoïdes dans la plante, ces produits-là, ces produits dérivés devraient être considérés comme du food traditionnel. Ce n'est pas une chose que nous avons inventée. Nous avons reçu une lettre de la Commission européenne en 1997. Nous affirmons 2 fois par écrit que ces produits n'étaient pas du novel food. Donc, ce n'est pas que nous l'avons imaginé, mais le secteur a bien reçu une preuve, une confirmation écrite. C'est pour cela que le secteur, dans les dernières 20 ans, a investi énormément sur l'extraction et sur la recherche de ces composants dérivés du cannabis. Dans la partie haute de la plante, nous avons également les graines de chanvre. Et c'est marrant, c'est pas marrant, mais c'est très intéressant l'idée que dans la langue française, que comme vous avez vu dans la slide précédente, c'est le pays où on retrouve le plus de chanvre. Il y a même un nom dédié à la graine du chanvre, c'est le chêne vie. Il n'y a pas d'équivalent dans d'autres langues au niveau européen, mais ça vous donne l'idée du fait que la France a été le pays qui n'a jamais quitté les chanvres, à différence d'autres États membres où effectivement les hectares ont baissé drastiquement, sinon voire ont complètement disparu. Pour ce qui concerne pour ce qui s'agit de la fleur et des feuilles du chanvre, elles sont riches dans des composants phytochemicals. Je suis désolée, je suis d'origine italienne, je travaille en anglais, donc mon français n'est pas optimal, donc je m'excuse en amont. Nous sommes intéressés aussi pour la partie haute, au-delà des cannabinoïdes, il y a d'autres composants très intéressants pour l'utilisation dans le food supplement ou dans les cosmétiques. La partie haute de la plante peut être également utilisée dans l'alimentaire pour les animaux, feed. Pour ce qui concerne les chênes vie, donc la graine de chanvre, les opérateurs doivent faire extrêmement attention lors de la commercialisation de ces produits parce qu'ils contiennent du THC. THC, c'est le cannabinoïde qui n'est pas beaucoup présent dans les chanvres, mais qui existe. Et donc, en Europe, nous n'avons pas aujourd'hui un règlement qui nous impose un certain niveau de THC dans les produits finis. Et néanmoins, nous saluons l'initiative de la Commission européenne et des États membres de vouloir adopter, bon, on est un peu en retard parce que ça fait 1 an qu'on attend, mais d'adopter enfin un règlement donc directement applicable dans les États membres avec un maximum level de THC dans les produits finis. Aujourd'hui, on a une approche qui est compliquée parce que les États membres font des règles ad hoc au niveau national, donc les opérateurs se trouvent dans l'obligation de devoir analyser 27 approches juridiques différentes, ce qui complique pas mal les choses sur le marché. Donc, la Commission européenne revient vers le secteur avec une proposition de niveau. Vous le voyez, sont 3,5. C'est pas correct, ça devrait être écrit 3,0 et pas 3,5 pour le dry food et 7,5 mg per kilogramme pour l'huile dérivée de la graine, toujours. Je ne parle pas de CBD, des cannabinoïdes, mais c'est bien de l'huile comme l'huile d'olive ou d'autres huiles
Donc, nous pressons à froid les graines et nous obtenons. Les graines par contamination naturelle avec la fleur et la feuille, comportent une contamination de THC et donc les opérateurs doivent faire en sorte que ces niveaux soient très bas. La proposition de la Commission nous semble tenir la route, même si nous aurions souhaité des valeurs un tout petit peu plus élevées, notamment les mêmes valeurs du Canada et de la Suisse. Ça aurait permis aux opérateurs européens de combattre avec les mêmes armes comme les autres opérateurs d'autres continents. Et mon pays, c'est encore pire. Les États membres, comme vous le savez, ils peuvent toujours adopter des règles plus restrictives when it comes to food safety at national level. C'est le cas de mon pays. L'Italie a adopté des niveaux encore plus bas. Nous espérons d'arriver à une adoption de ces valeurs 3 et 7,5 pour l'huile au premier quart de 2022. Et nous souhaitons également appliquer à ces valeurs un measurement uncertainty, comme pour d'autres contaminants assez élevés, puisque analyser les taux de cannabinoïdes n'est pas aussi évident pour la plupart des laboratoires en Europe. C'est compliqué, je peux le savoir. Si vous avez d'autres questions, je suis disponible à revenir vers vous tout à l'heure ou par mail. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, parce que même si la Commission et les États membres ne la pensent pas comme les achats, il y a une partie des ingrédients qui devraient être considérés comme du novel food. Sur ça, nous rejoignons l'opinion de la plupart des États membres. Pour nous, comme pour les États membres, lorsqu'on extrait une partie de la plante et donc on se retrouve avec un cannabinoïde isolé ou enrichi, à ce moment-là, nous devions nous référer à ces produits comme du novel food. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, les low concentration devraient être regardés comme food. L'évolution du dossier novel food and hemp, ça a été assez bouleversé. Comme vous voyez, en 1997, les États membres nous disent « Vous pouvez y aller, c'est pas du novel food ». Sur la base des 2 preuves écrites, les secteurs ont investi beaucoup d'argent et dans l'espoir de pouvoir extraire des cannabinoïdes et de les commercialiser en tant que food en Europe. En 2018, les États membres changent un peu d'avis et nous disent que la plupart des produits contenant des cannabinoïdes sont du novel food, mais les bas niveaux restent du traditional food. Ensuite, en 2019, les règles changent à nouveau. Tout extrait et toute partie de la plante sont du novel food. En 2020, c'est encore pire, les chanvres deviennent de la drogue. En 2020, les États membres changent d'idée. Les chanvres n'est pas une drogue, mais ça reste du novel food. Ça me semble évident que si nous croyons dans les chanvres, avoir un contexte réglementaire aussi bouleversé et aussi changeant n'aidera certainement pas à construire un secteur fort et stable. Quel est le statut des extraits en Europe? L'Union européenne, notamment l'EFSA, ensuite, a reçu plus ou moins 400 novel food applications les derniers 5-6 mois, je ne m'en souviens pas trop. Et ça vaut la peine de remarquer le fait que 120 applications novel food applications étaient dédiées à des produits contenant du CBD ou d'autres cannabinoïdes. Nous attendons toujours une clarification suite au ruling. Donc, je recommence. La Cour européenne de justice, fin 2020, elle a exprimé son opinion concernant les extraits de chanvre, plus globalement concernant les chanvres et ces parties des chanvres. Cette ruling était assez favorable. Notamment, elle nous disait que les chanvres n'étaient pas une drogue et que la commercialisation pouvait être en Europe. Et il ne pouvait pas y avoir une difficulté de ces produits ces produits devaient circuler librement en Europe. Donc, ces grands principes qui étaient, je le répète, étaient dits au niveau de la Cour européenne de justice, doivent être transposés au sein de normes européennes. Et pour faire cela, il y a 4 services de la Commission européenne qui sont aujourd'hui en discussion pour pouvoir effectivement nous clarifier les statuts des extraits des chanvres, mais également de la fleur et de la feuille au sein de l'Union européenne. Les feuilles de chanvre sont encore dans les flous.
Pour certains États membres, il s'agit du food, pour d'autres, c'est du novel food. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas clair et tous ces retards et toutes ces complexités n'aident pas le développement du secteur. Suite au Brexit, on a dû faire on a dû se conformer aux décisions au niveau des United Kingdom. Ils ont un système légèrement différent qui est beaucoup copie-collé sur ce que l'Europe a fait qui continue à faire. Donc, c'est les Novel Food Application avec leur soumission. La chose qui a changé, c'est que les portails est différent. Donc, si on veut commercialiser des produits en Grande-Bretagne, à ce moment-là, il faudra faire la soumission dans ces pays. Là aussi, il y a eu un boom de Novel Food Application contenant du CBD. Il y en a eu 1000 au 31 mars. Et la FSA, donc Food Safety Authority, Food Standards Authority, sont très, très en retard pour l'assessment. Nous attendons toujours d'avoir une réponse favorable ou pas. Pour l'instant, ce que nous savons, c'est que certaines applications ont été validées, certaines d'autres sont en train d'être validées. Pour ce qui concerne les achats, nous avons, nous aussi, envoyé des applications contenant du produit, contenant du cannabinoïde. Nous en avons envoyé en Angleterre 2. Donc, une autorisation pour un isolat de CBD et un extrait full spectrum. En Europe, nous avons envoyé une Novel Food Application toujours pour l'isolat, pour les synthétiques, parce que comme je vous ai dit, à un moment donné, les chanvres étaient une drogue, donc notre unique way out, c'était les synthétiques. Et maintenant, nous faisons l'application pour le full spectrum. Je ne sais pas si full spectrum et isolat, c'est simplement un isolat, c'est on extrait un composant et on fait une dilution dans une carrier, que ça peut être en vegetable oils, alors que le full spectrum, c'est tous les phytocompounds ensemble avec d'autres cannabinoïdes, et c'est un peu plus compliqué parce qu'il manque des data et des études. Et je rejoins Céline sur ce qu'elle disait. Soumettre aujourd'hui des novel food applications, c'est très coûteux. Pourquoi? Parce qu'il faut des études toxicologiques et dans les cas du chanvre, il en manque. Si nous avons assez des études bibliographiques, donc de la littérature déjà existante sur l'isolat, il en manque sur le full spectrum, ce qui nous a mené à créer un consortium d'entreprises. On est plus ou moins 182 aujourd'hui. Nous avons collecté 3,5 millions d'euros et nous avons déjà commencé le mois de janvier passé toute une série d'études toxicologiques. Nous avons commencé la semaine passée les 90 Day Studies, donc les 90 jours. Vous avez dit 130 000 euros. Je me suis fait rouler parce que je payais plus, mais nous avons ajouté une dose en plus. On n'a pas choisi les 3 doses, on a voulu faire les 4 doses, mais on peut en parler séparément. Céline, je pense que cet argument-là intéresse que nous deux. Lorenza, j'en profite pour vous demander si on peut clôturer votre présentation dans les quelques minutes qui arrivent afin d'avoir encore une dizaine de minutes pour répondre aux questions des participants. Merci. Cannabinoïdes et cosmétiques, ça va mieux qu'avec le food. Dans les cosmétiques, nous pouvons utiliser les leaves, donc les feuilles, les racines, l'isolat de CBD, les CBG, pour les fonctions que vous voyez sur l'écran. Pour ce qui concerne les feeds, peut-être on peut skipper, c'est très compliqué, c'est très très compliqué, mais nous pouvons utiliser des produits contenant des cannabinoïdes aussi dans les feeds. C'est pas très clair, les États membres sont en train de se positionner, mais ça on peut en discuter. Pour conclure, nous attendons prochainement une certaine clarité du point de vue réglementaire qui viendra, comme je vous l'ai dit, de la Commission européenne lorsqu'ils arrêtent de se faire la guerre entre services. Nous allons établir avec les États membres certains seuils de THC et de CBD dans les produits finis, ce qui devrait aider la commercialisation sur la base des études toxicologiques. Je tiens uniquement à préciser que nous ne faisons pas uniquement des tox studies sur les CBD, mais également sur les THC, sur 400 humaines. Pourquoi? Parce que les guidelines que nous avons aujourd'hui en Europe sont simplement ridicules et erronées. Elles sont basées sur des études qui ne devraient pas être même pas mentionnées. Donc, c'est pour cela que nous avons investi 1,6 million pour tester les THC en quantité infime sur les humains, mais pour monter les doses. Et ces valeurs-là nous aideront et dans les food et dans les feeds. Et voilà, et c'est tout. Et j'ai clôturé. S'il y a des questions, je suis à disposition. Merci.
Merci à tous pour vos présentations donc très complètes. Donc nous avons un petit peu dépassé le timing alloué aux présentations, mais comme vous le voyez, ce sont des sujets très complexes et qui méritent toute notre attention et donc beaucoup d'explications. Mon collègue Pierre-Louis souhaitait faire un petit mot de wrap-up de toutes ces explications et nous passerons ensuite aux questions. Merci Aurore. En effet, on a pu se rendre compte qu'une heure et demie pour brasser la diversité de sujets que touchent les contraintes réglementaires sur des valorisations de molécules ou de matières premières, on pourrait en parler bien plus longtemps. Je pense que les différentes interventions ont pu démontrer la complexité et l'importance du coup d'anticiper du mieux possible ce type de contraintes-là. Tant sur une utilisation finale, et grâce à la présentation de Madame Gendebien, on se rend compte que ce type de réglementation-là, il faut s'y pencher déjà pour les comprendre, et même les intégrations au niveau national et régional ne sont pas simples et sont autant d'éventuelles barrières à franchir quand on souhaite voir la commercialisation de ce type de produit-là. Avec la présentation de Madame Pozza justement sur la réglementation novel food, on se rend bien compte que quand on est dans les listes validées, c'est facile, quand on n'est pas dedans, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est sûr qu'en fonction de l'intérêt ou du potentiel développé dans un projet ou dans une molécule, dans une valorisation, il faudra décider si ça vaut la peine, j'ai envie de dire, de rentrer dans ces démarches longues et coûteuses ou peut-être de décider de se tourner vers une autre présentation. Et enfin, avec la présentation de Madame Romanessé, on a bien pu voir qu'à l'échelle d'une filière, ces contraintes réglementaires et surtout parfois le manque de stabilité ou le changement d'orientation de ces différentes contraintes-là pouvait avoir un impact non négligeable sur le développement industriel à l'échelle européenne de cette filière-là. Voilà, je remercie donc toutes les intervenantes à cette présentation-là. Je vous propose de profiter des quelques minutes qui restent pour aborder quelques questions. Vous précisez aussi que si nous n'avons pas l'occasion de les aborder ici, nous vous apporterons une réponse par écrit. Je ne sais pas, Aurore, tu veux sélectionner les questions ou... Oui, tout à fait. Je peux en sélectionner une première que je vais donc mettre à l'écran et qui s'adressait donc à toi, Pierre-Louis. Je te laisse la lire à voix haute pour que tout le monde en profite si elle n'est pas visible. Merci. Donc la question qui demandait si j'étais en mesure de fournir une anecdote concrète sur les contraintes réglementaires rencontrées. Par exemple, que se passe-t-il si le coproduit est nouveau d'un point de vue de réglementation cosmétique? Et en effet, c'est quelque chose qu'on a rencontré dans le cadre du projet Agri-Waste Value. Donc déjà, simplement, l'utilisation de la matière première duquel est issu l'ingrédient. Si ce type de matière première-là, donc cet ingrédient de base, ne figure pas sur les listes d'ingrédients autorisés, donc les fameuses listes COS-ING, c'est problématique et ça nous a malheureusement amené à devoir mettre de côté certaines pistes de valorisation parce que, par exemple, dans le cadre du projet Agri-Waste Value ou par exemple dans le cas de valorisation d'extraits issus d'écorce, on n'est pas sur un fruit, on n'est pas forcément on n'est pas sur la plante ou sur la partie qui est souvent utilisée soit pour l'alimentation, soit pour le cosmétique. On n'est pas dans le fruit, on n'est pas dans la pulpe, on n'est pas dans les graines. On est sur le bois, on est sur l'écorce. Et parfois, cette utilisation-là, ce simple mot écorce qui ne figure pas dans les listes autorisées, nous fait basculer en dehors de ces différentes listes, soit pour les usages cosmétiques, soit pour les usages alimentaires ou nutraceutiques. Ça ne figure pas tel quel, et donc c'est très très complexe d'utiliser cette matière-là. Pour donner un exemple concret, dans le cas du projet Agri-Waste Value, c'est principalement les résidus de taille de pommiers qui pouvaient être valorisables. Pour les poiriers et la vigne, c'était plus compliqué. Dans le cas de la valorisation des écorces, on a identifié un très gros potentiel en termes de gisement écorce en ce qui concerne l'épicéa, en tout cas transformé en région wallonne. Malheureusement, l'écorce d'épicéa ne figure pas sur ces listes vertes, si je peux les appeler comme ça, et donc complexifie énormément la procédure réglementaire à suivre pour pouvoir valoriser ces projets-là. Donc, dès le début, avant même de parler des contraintes qui s'appliquent au procédé de transformation et des contraintes plus en détail sur les produits finaux, on a ces contraintes sur la matière première qui peuvent vraiment amener de très grandes difficultés. Et là, il faut voir si ça vaut la peine de franchir ces étapes-là, d'investir dans des études et des démarches qui sont longues et coûteuses afin de débloquer la situation, ou si le jeu n'en vaut pas la chandelle et qu'il faut peut-être mieux chercher une source alternative pour ce produit ou cette molécule-là en question. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci Pierre-Louis. Alors, voilà, il y avait une question posée pour Madame Pozza
à laquelle Lorenza a déjà répondu partiellement dans le chat. Donc, quelles sont les conditions à remplir pour que l'exclusivité de 5 ans soit accordée à une entreprise? Donc, la protection des données. Oui, votre micro est éteint. Excusez-moi. Effectivement, donc, merci Lorenza d'avoir déjà donné, la grande ligne de réponse. Effectivement, c'est l'article 26 du règlement Novel Food qui liste exactement quels sont les critères pour rentrer dans ce cadre-là. Donc ça va notamment, il faut que les données scientifiques soient couvertes par la propriété exclusive. Donc ça, c'est un des 3 critères. Le deuxième, c'est que le demandeur, donc le pétitionnaire, ait le droit exclusif de faire référence à ces données couvertes par la propriété exclusive. Et le troisième point, donc c'est vraiment un cumul des 3, il faut que l'EFSA n'aurait pas pu évaluer la sécurité de l'ingrédient sans ces données couvertes par la propriété exclusive. Ça sous-entend que si vous avez des données pertinentes de la bibliographie et que vous vous dites « tiens, je vais faire une étude de 90 jours en plus juste pour avoir le droit à cette exclusivité de 5 ans, si l'EFSA juge que votre étude propre n'est pas vraiment pertinente et aurait pu conclure avec les données de la bibliographie, eh bien, vous n'aurez pas la propriété exclusive, vous n'aurez pas la protection de données et vous aurez dépensé de l'argent pour pas grand-chose. Donc, c'est vraiment un cumul de ces trois points qui fait que vous aurez ou non le droit de cette protection de données. Parfait, merci pour cette précision. Alors ici, je vois une question donc pour Madame Jean Debien. Par rapport au règlement fertilisant, est-ce que l'impact de cette nouvelle réglementation fertilisante a été étudié sur l'évolution, le développement des usines donc de méthanisation, des unités de biométhanisation par ces nouveaux transferts et sur les gaz à effet de serre? Non, je ne pense pas. Enfin, il y a bien eu dans le chef de Valbium justement un document qui a été publié pour essayer d'expliquer les impacts que ça pourrait avoir, mais il n'y a pas eu d'études chiffrées par rapport à nos installations et l'impact que ça pourrait avoir. On a juste essayé d'expliquer les potentielles difficultés d'avoir sur le marché d'autres matières que celles produites en Wallonie, pour lesquelles on aura beaucoup moins de traçabilité et de contrôle. Mais ça n'est pas allé plus loin. Voilà. Oui, merci Anne d'ailleurs de mentionner l'étude Valbium. Je vais mettre le lien dans le chat, comme ça si vous souhaitez plus d'informations, vous pourrez donc aller voir ce que mes collègues ont réalisé. Alors, on va prendre peut-être encore 2 questions. Alors, je vois donc ici une question sur la réglementation chanvre, donc j'invite Lorenza à y répondre. Donc, quelle est la réglementation sur les extraits de chanvre obtenus dans d'autres pays à part l'Union européenne? Et ça, c'est très compliqué à répondre parce que, comme je disais tout à l'heure, l'approche des États membres est différente. Vraiment, pour parler avec des grandes lignes, l'Europe du Nord a la tendance à voir du CBD uniquement et des cannabinoïdes en général comme un médicament. L'Europe de l'Est est un peu plus ouverte, c'est-à-dire qu'il y a des pays où on peut commercialiser déjà ces extraits en tant que food, les cas de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Bulgarie, de la Pologne, de l'Estonie. L'Estonie ou la Lituanie, maintenant je ne m'en souviens plus, au 1er novembre va adopter une réglementation autour des extraits du chanvre, donc ils vont être complètement légaux. La France vient de se positionner en disant que l'extraction est permise alors que la fleur brute, non. Donc malheureusement, l'Espagne est complètement bloquée, l'Italie c'est flou, l'Italie monte à 0,6% THC dans les fields, donc dans les champs, et pas dans les produits finis. Donc, il n'y a pas vraiment une approche homogène. C'est ça qui complexifie les choses. Nous espérons qu'au moins les isolats des chanvres, mais également les extraits qui sont enrichis, en terminant sur la catégorie novel food, il pourrait y avoir une homogénéisation d'approche au niveau européen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci Lorenza. Et donc ici, je vais prendre donc une dernière question de Monsieur Christian Gombert pour Pierre-Louis. Donc c'était pour demander une précision
sur le fait que les coproduits de faible coût prennent de la valeur lors de la constitution de la filière pour les marchés nutraceutiques et cosmétiques. Je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une précision de M. Gombert. Voilà. Mais oui, ça peut être un fait, en effet, hein, quelque chose qui était peu utilisé à partir du moment où on lui trouve une utilité, ça peut se répercuter sur la valeur. Maintenant, nous, en tout cas, de notre point de vue, ce n'est pas une mauvaise chose si cette valeur ajoutée contribue, par exemple, à une diversification des revenus pour l'agriculteur ou, par exemple, pour le cultivateur fruitier. On prend l'exemple de la culture de fruits ici dans nos régions, c'est quand même un secteur soumis à forte concurrence d'autres productions intra- ou extra-européennes. Donc la possibilité de faire percoler la valeur ajoutée jusqu'à ce stade-là peut non seulement amener un complément de revenu qui peut être intéressant, mais peut aussi surtout encourager une meilleure gestion de ce type de coproduit-là. On prend l'exemple, maintenant c'est laissé sur le champ, ou c'est laissé dans le verger ou dans le vignoble, ou évacué pour des raisons phytosanitaires et malheureusement encore trop souvent brûlé en tas en bordure du verger ou du vignoble. Si maintenant il y a une valorisation qui apparaît, donc une valeur ajoutée pour ce coproduit-là, ça peut encourager des meilleures pratiques de gestion de ce type de coproduit-là pour en faire vraiment une matière première. Et selon moi, tout le monde peut s'y retrouver. Donc oui, c'est une réalité. C'est pas parce que le coût maintenant est nul ou très très faible qu'il ne risque pas d'augmenter par la suite. Mais justement, cet impact-là doit être pris en compte dès le début des réflexions quand on cherche à la valorisation des coproduits. On a abordé par exemple ces questions-là quand on s'est penché sur la valorisation des écorces. À l'inverse des résidus de taille qui sont quasiment pas valorisés, les écorces ont déjà des applications, par exemple, en termes d'utilisation de paillage. Hein. C'est en sachet, on peut trouver ça dans les magasins de bricolage. Donc, il y a déjà une certaine valeur pour ces écorces-là, un certain prix de marché. Et il faut voir dans quelle mesure cette augmentation d'un nouvel usage développé ne risque pas de se répercuter ou de se retrouver en concurrence trop élevée par rapport à les usages déjà existants. Donc, c'était une question / remarque tout à fait pertinente. Et voilà donc qui clôture ce webinaire workshop du projet AgriWest Value. Merci donc à tous les orateurs présents, c'était très intéressant et riche en informations. J'invite les participants à se rendre dans l'onglet sondage avant de nous quitter pour que vous nous donniez votre avis sur le webinaire. N'hésitez pas à contacter donc le projet AgriWest Value sur info@agriwestvalue.eu si vous avez d'autres questions ou si vous voulez des informations sur le projet, les partenariats, des opérateurs, etc. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.